Ma sœur a annoncé lors de notre fête d'anniversaire, votre mari a eu une liaison avec moi. Mes parents l'ont cru sans aucune preuve. Je suis restée silencieuse pendant 3 ans jusqu'à ce que le fiancé de ma sœur découvre ces messages sur une application de rencontre. Maintenant, il ne cesse d'appeler. Je m'appelle Élise. J'ai 33 ans. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'étais dans mon jardin, regardant mes 2 enfants, Léo, 7 ans, et Chloé, 5 ans. Courir après des bulles sur l'herbe. Le soleil était chaud. L'air sentait la pelouse fraîchement coupée. Et pour la première fois depuis très longtemps, tout semblait paisible. C'était une paix pour laquelle je m'étais battu, un calme que j'avais construit de mes propres mains sur les débris de ma vie passée. Ce petit coin de verdure, ce bruit des rires de mes enfants. C'était mon sanctuaire. Puis mon téléphone a vibré. Un son dur et indésirable dans mon monde tranquille. Le message ne contenait que 12 mots. Je sais que Valérie a menti à propos de votre mari. Voulez-vous connaître la vérité? Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je le sentais dans ma gorge. Une vague de froide appréhension a envahi l'après-midi chaud. Valérie, ma sœur. Un nom que je ne m'étais pas autorisé à prononcer à voix haute depuis des années. Un fantôme au festin de ma nouvelle vie. J'ai regardé mon mari, Romain, qui était au barbecue. Retournant des brochettes de poulet et riant tandis que Chloé réussissait triomphalement à attraper une bulle sur son nez. Il a croisé mon regard et son sourire s'est élargi. Il n'avait aucune idée que notre sanctuaire était attaqué. Cette vie précieuse et tranquille à laquelle nous avions réussi à revenir, un simple texte menaçait de tout faire voler en éclats. Je suis resté là, figé, le poids de 1000 souvenirs terribles pesant sur moi. Je devais faire un choix. Garder la porte du passé scellée. Ignorer le message et protéger la paix. Ou bien ouvrir cette porte juste un peu et affronter la tempête que je savais être là. Mes doigts tremblaient tandis que je tapais les 3 mots qui allaient tout changer. Qui est-ce? Pour comprendre le poids de ce moment, il faut remonter 3 ans en arrière. 3 ans, 1 mois et 12 jours pour être exact. C'était notre 6e anniversaire de mariage. Mes parents, dans une rare démonstration d'enthousiasme commun, ont insisté pour organiser une fête pour nous dans leur vaste jardin dans la Drôme. C'était l'une de ces soirées parfaites du début de l'été dans la vallée du Rhône, où l'air est chaud, mais pas encore humide. Des guirlandes scintillaient dans les grands chênes. Les rosiers que mon père chérissait étaient en pleine floraison, et une playlist de vieux succès de Joe Dassin flottait depuis les enceintes. Mon cœur était plein. Mon père venait de porter un toast. Appelant Romain le fils qu'il n'avait jamais eu, et ma mère s'affairait, s'assurant que le verre de chacun soit plein. J'ai vu Romain charmer sans effort mes tantes et mes oncles et j'ai vu Léo. Alors âgé de seulement 4 ans, hissé sur les épaules de mon père, criant de joie. C'était tout ce que je pensais qu'une famille était censée être. J'étais heureuse d'une manière profonde et simple que j'avais tenue pour acquise. C'est là que Valérie a frappé. Je l'ai vue me regarder de l'autre côté de la pelouse. Un regard étrange et intense dans ses yeux. Elle était maussade toute la soirée. Pendant que je discutais, elle restait en marge, savourant un verre de rosé. J'ai vu comment elle regardait Romain jouer avec Léo, et une lueur d'obscurité a traversé son visage avant qu'elle ne la lisse. Elle est venue et a fait un commentaire qui semblait étrange à l'époque. « Tu es tellement chanceuse, Ellie », avait-elle soupiré, en désignant Romain. « Certains hommes sont faits pour être pères. Ceux que je trouve sont faits pour fuir. » Quelques minutes plus tard, elle m'a saisi le bras. Sa prise était étonnamment forte, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Ellie, il faut que je te parle maintenant. » Sa voix était basse et urgente. Un nœud d'inquiétude familier s'est serré dans mon estomac. Avec Valérie, il faut qu'on se parle, n'était jamais une bonne nouvelle. Je l'ai suivie dans un coin tranquille du jardin. Derrière un grand platane qui projetait de longues ombres dans la lumière déclinante. Son visage était un masque de sérieux théâtral. « Je ne peux plus vivre avec ce mensonge », murmura-t-elle. La voix tremblante d'une émotion calculée. « Quel mensonge, V » ai-je demandé, déjà sur le qui-vive. « Tu as encore bousillé ta Peugeot ? Tu as besoin d'argent ? » « Non, dit-elle. Semblant profondément offensée. « C'est pire. C'est à propos de toi. » Elle a pris une respiration tremblante, plaçant une main sur sa poitrine. « C'est à propos de Romain et moi.
Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Romain? Ai-je demandé, ma patience s'amenuisant. Elle m'a regardé droit dans les yeux, les siens grands ouverts et larmoyants. Nous avons eu une liaison, dit-elle. Les mots sont sortis en un flot. C'était il y a des années, juste après que vous vous soyez mariés. Il était tellement malheureux. Ellie, il disait qu'il avait fait une erreur. Il est venu me voir. Il était confus. Et une chose en a entraîné une autre. J'ai eu tellement mauvaise conscience de garder ça tout ce temps. Le monde a basculé. La musique, les rires. Tout s'est estompé dans un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Une liaison. Romain. L'homme qui m'écrivait encore des petits mots et les laissait dans ma Citroën C3. L'homme qui me tenait dans ses bras chaque nuit. L'accusation était si absurde, si totalement étrangère à l'homme que je connaissais, que ma première réaction n'a même pas été la colère. C'était une confusion étourdissante et désorientante. C'est du délire, ai-je réussi à dire. Pourquoi dirais-tu une chose aussi horrible? Je savais que tu ne me croirais pas, dit-elle. Sa voix montant, avec une pointe de triomphe. Tu penses toujours qu'il est si parfait. Tu vis dans cette petite bulle et tu ne peux pas imaginer que quelqu'un soit malheureux. Mon esprit tournait à la recherche d'une logique là où il n'y en avait pas. Montre-moi des preuves, ai-je dit, ma voix plate et froide. Un texto, un email, une photo, n'importe quoi. Elle a hésité juste une seconde. C'était il y a des années. Nous n'étions pas stupides. C'est ma parole contre la sienne. Pourquoi ma parole ne suffit-elle pas? Je suis ta sœur. Mais je connaissais ma sœur. Je connaissais le drame, le besoin constant d'attention, la façon dont elle faisait exploser sa propre vie et blâmait ensuite les éclats sur tout le monde. Ce n'était qu'une performance de plus, et plus venimeuse. Je me suis retourné pour partir, pour trouver mon mari et le ramener en sécurité dans notre réalité. Mais elle n'avait pas fini. Elle m'a suivi de derrière l'arbre, son visage maintenant un masque de fureur justifiée, et elle a crié. Sa voix a traversé les bavardages de la fête comme une sirène, nette et laide. Il a couché avec moi. Ton mari parfait a couché avec moi, et elle ne s'en soucie même pas, tout s'est arrêté. La musique a semblé mourir. Chaque tête, chaque cousin, tante, oncle et ami de la famille s'est tourné vers nous. Romain, tenant une assiette de salade de pommes de terre à moitié mangée, s'est figé en pleine démarche. Son visage, une toile de choc pur. Le visage de mon père, souriant, est devenu menaçant en un battement de cœur terrifiant. J'ai regardé mes parents, mes ancres, mes arbitres de toujours de l'équité. M'attendant à ce qu'ils mettent fin à cela, qu'ils voient l'hystérie de Valérie pour ce qu'elle était. Au lieu de cela, j'ai vu la seule chose à laquelle je n'aurais jamais pu me préparer. Ils l'ont cru instantanément, sans une seule question. Ma mère s'est précipitée aux côtés de Valérie, lui passant un bras autour des épaules tandis que ma sœur commençait à sangloter. S'effondrant sur elle comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Mon père, le visage violet de rage, s'est avancé droit vers Romain. Espèce de salaud, a-t-il rugi, crachant les mots. Tu viens chez moi, tu manges ma nourriture, et tu joues avec les sentiments de ma fille. Tu lui brises le cœur? De quoi parlez-vous? A dit Romain, complètement décontenancé. Levant les mains comme pour parer un coup physique. C'est un mensonge absolu. Mais l'accusation était tout ce qui importait. Le récit était établi. Valérie était la victime fragile. Romain était le prédateur. Et moi, en restant silencieusement aux côtés de mon mari, j'étais l'épouse froide et stupide. Un instant plus tard. Tandis qu'un cercle de tantes se penchait sur une Valérie hyperventilante, ma mère m'a coincé près de la table des boissons. Sa voix était un sifflement bas et vicieux. Regarde là. Ta sœur est complètement détruite. Comment as-tu pu laisser arriver ça? Maman, il n'a rien fait, ai-je murmuré, la voix tremblante. Elle invente. Les yeux de ma mère étaient comme des éclats de glace. Valérie ne mentirait pas à propos de quelque chose comme ça. Elle est trop sensible. Pour l'amour de Dieu, Élise. Ne peux-tu pas juste la laisser avoir ça, juste pour ce soir? Présente-lui des excuses. Dis qu'il y a eu un malentendu. Nous avons des invités. Pense à la famille. Laisse-la avoir ça. La destruction de mon mariage, la diffamation de mon mari. Ce fut le moment où j'ai compris.
Ce n'était pas une question de vérité. C'était une question de commodité. Il s'agissait de protéger le membre fragile désigné de la famille, et on attendait de moi que j'offre ma vie, mon mariage, en sacrifice sur l'autel de son instabilité émotionnelle. La voix de Romain a percé mon choc. Il était à côté de moi maintenant. Il a regardé mon père, sa propre voix calme et ferme malgré le chaos. Vous croyez une histoire sans preuve. Pendant les 6 années où j'ai été votre gendre, dit-il, sa dignité étant un bouclier, je n'ai rien d'autre à vous dire. Il a pris ma main, sa prise chaude et stable dans la mienne froide. Et nous avons quitté cette fête. Nous avons marché devant les regards médusés et les murmures, laissant derrière nous le cratère fumant de notre famille. Les 6 mois suivants furent un enfer particulier. Les appels téléphoniques étaient incessants. C'était une campagne coordonnée d'abus émotionnels. Ma mère appelait en pleurant. La voix épaisse de chagrin. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, Élise. Comment il t'a retourné contre nous? Valérie est tellement déprimée qu'elle peut à peine sortir du lit. Ta sœur a besoin de toi. Un message vocal de mon père suivait 1 heure plus tard, plein de rage. Tu as montré ta vraie nature. Choisir un tricheur qui passe d'une sœur à l'autre plutôt que ton propre sang. Tu es une honte. Nous avons arrêté de répondre au téléphone, alors les messages ont commencé. Des photos de Valérie d'un air triste. Des chantages, des accusations, des demandes. C'était une guerre psychologique constante de bas niveau conçue pour nous épuiser. Le poison s'est propagé. J'ai croisé une amie proche de la famille, une femme qui me connaissait depuis ma naissance. À l'épicerie Carrefour. Elle m'a vu. Son visage s'est figé en un masque de pitié, et elle a brusquement dirigé son caddie dans une autre allée. La honte me brûlait et me picotait le cou. Ils avaient réussi à me dépeindre comme l'épouse au cœur froid d'un prédateur. Un samedi, après un texte particulièrement méchant de mon père. Je me suis retrouvée assise dans le bureau d'un avocat à Marseille. J'avais juste besoin de comprendre mes options. L'avocate, une femme gentille et pragmatique nommée Maître Dubois, a écouté patiemment tandis que toute l'histoire moche sortait de moi. Premièrement, dit-elle, sa voix calme et étudiée, vous devez construire un mur. Un mur pour votre propre santé mentale. Ensuite, elle est passée aux aspects pratiques. Possédez-vous des biens avec vos parents? Êtes-vous inscrite sur des comptes conjoints? J'ai secoué la tête. Non. Bien, dit-elle. Qu'en est-il d'un héritage? Y a-t-il quelque chose qui vous lie à eux financièrement? J'ai mentionné la fiducie de ma grand-mère, et elle a pris note. Cela pourrait être un point de levier un jour, murmura-t-elle. Ou un point de friction. Documentez tout, chaque texte, chaque message vocal. Si cela dégénère, et avec les disputes familiales. C'est souvent le cas, surtout lorsqu'il y a des enfants impliqués. Vous avez besoin d'un dossier. Dans les conflits familiaux les gens utilisent parfois l'idée de la garde d'enfants comme une arme, même informellement. Vous devez être préparé à protéger vos enfants sur tous les fronts. Ces paroles m'ont glacé. Mais elles m'ont aussi donné du pouvoir. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé mon archive, un dossier numérique, un catalogage sombre de la cruauté de ma propre famille. Le point culminant. La goutte d'eau est arrivée juste avant Noël. Ma mère a envoyé un texte au téléphone de Romain car je l'avais bloqué. Les enfants méritent de passer Noël avec leurs grands-parents qui les aiment. Ne soyez pas si égoïste de leur refuser cela. Romain l'a lu, la mâchoire serrée, et m'a tendu le téléphone. C'était ça. L'idée qu'ils utiliseraient mes propres enfants comme levier. Comme outil pour se réintroduire dans nos vies, était impensable. Ce soir-là, nous avons fait un pacte. C'était fini pour de bon. Nous avons changé nos numéros de téléphone. Nous avons créé de nouvelles adresses e-mail. Nous avons construit le mur dont Maître Dubois avait parlé, brique par brique douloureuse. Notre premier Noël avec juste nous 4 a semblé étrange au début. La table de la salle à manger, habituellement bondée de parents, semblait vaste et vide. La maison était trop silencieuse. Une vague de tristesse profonde m'a submergé. C'est ce qu'il m'avait pris, à mes enfants. Mais ensuite, Léo, qui avait 4 ans, m'a fièrement présenté une main en dinde qu'il avait faite en papier de construction. Chloé, jamais en reste.
a insisté pour que nous portions tous des bonnets de Père Noël qu'elle avait fabriqués avec des sacs en papier et du ruban adhésif. Nous avons rôti un petit chapon au lieu d'une dinde géante et nous avons mangé sur des assiettes en carton dans le salon en regardant un Noël avec Charlie Brown. Tandis que je regardais mes enfants, leur visage rempli de joie pure et simple, j'ai réalisé que ce n'était pas triste. C'était la paix. C'était le sanctuaire. C'était notre famille, entière et complète en ses propres termes. J'ai pris la boîte de mets imprimés et de notes du loyer et je l'ai mise sur l'étagère la plus haute de mon placard. J'ai scellé la boîte avec du ruban d'emballage. Une capsule temporelle de douleur que j'espérais ne jamais avoir à ouvrir à nouveau. Et pendant 3 ans, il y a eu un silence de guérison bienfaisant. Le texte critique de l'inconnu, que je savais maintenant être Marc, a continué pendant quelques jours. Il était prudent, et moi aussi. Ma première pensée fut que c'était un piège. Que Valérie le faisait faire pour me tourmenter davantage. J'en ai parlé à Romain, et il était aussi méfiant. Sois prudente, Ellie, dit-il. Ne les laisse pas te reprendre. Mais quelque chose dans les messages de Marc semblait différent. Cela ne ressemblait pas à de la manipulation. Cela ressemblait à du désespoir. Il m'a dit qu'il était le fiancé de Valérie. Il a dit qu'il était analyste de données et que son cerveau était câblé pour voir des schémas. Il commençait à voir des schémas dans le comportement de Valérie qu'il ne pouvait ignorer. De petits mensonges qui ne s'additionnaient pas. Elle lui avait raconté l'histoire du beau-frère prédateur, Romain, pour expliquer ses problèmes de confiance. Il l'avait cru. Il avait eu pitié d'elle. Mais maintenant, il n'était plus si sûr. Ses histoires sur les endroits où elle avait été lors de ses sorties changeaient. De l'argent disparaissait de leur compte joint pour des dîners chics dont elle ne pouvait produire de reçu. Il ne cherchait pas une liaison. Il cherchait juste une explication logique. C'est là que l'ancienne Élise aurait attendu. Elle aurait été une destinataire passive d'informations. Mais 3 ans de force tranquille avaient forgé une nouvelle femme. Je n'allais pas juste attendre que les preuves me tombent dans le bec. J'ai passé un week-end entier avec mon ordinateur portable ouvert, une cafetière en marche. Je suis devenue une enquêtrice. J'ai utilisé les compétences de mon travail en marketing pour plonger en profondeur. J'ai recoupé ces publications sur les réseaux sociaux avec des registres publics. J'ai regardé les métadonnées de ces photos. J'ai construit une feuille de calcul. Cela peut sembler froid, mais c'était la seule façon de traiter l'information sans émotion. Colonne A. Date de sa publication. Colonne B. Sa localisation déclarée. Colonne C. Preuves contradictoires. Tout a commencé à peindre un tableau. Un week-end qu'elle prétendait être à une retraite de yoga dans les Alpes. Le centre de retraite était fermé pour rénovation tout ce mois-là. Un dîner chic dont elle avait posté une photo prétendument avec des amis. Une recherche inversée d'images a révélé que la photo provenait d'un blog de critique culinaire à Paris. Publié 2 ans plus tôt. Les preuves étaient circonstancielles, mais le schéma était indéniable. Elle vivait une double vie. J'ai finalement accepté de rencontrer Marc. Nous avons choisi un café animé et anonyme dans une ville à 30 minutes de là. Il avait l'air plus jeune que je ne m'y attendais, avec des yeux fatigués et honnêtes. C'était un homme qui voulait clairement croire le meilleur des gens, et ça lui brisait le cœur de ne pas pouvoir. J'ai l'impression de devenir folle, a-t-il admis. Remuant son café sans le regarder. Peut-être que je suis le problème. Peut-être que je suis juste paranoïaque. Vous n'êtes pas paranoïaque, ai-je dit, ma voix ferme mais douce. Vous êtes victime de gaslighting. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne lui ai pas montré la feuille de calcul. C'était pour moi. Je lui ai juste montré 3 choses clés. L'avis de rénovation du centre de retraite. La photo du blogueur culinaire. Une publication d'une de ses meilleures amies qui était censée être avec Valérie lors d'une soirée entre filles. Mais qui s'était taguée sur une photo à un match de rugby à 2 départements de là, le même soir. Marc a regardé l'écran, son visage détendu d'incrédulité. La couleur a disparu de ses joues. Ce ne sont pas mes preuves qui sont accablantes, dit-il. C'est la façon froide et logique dont elles sont présentées. Je me sens tellement idiote, a-t-il murmuré, secouant la tête. Vous n'êtes pas idiote, ai-je dit, me penchant en avant. Vous êtes manipulé par un professionnel. Je connais le sentiment. Maintenant, nous devons être intelligentes.
garde-t-elle son téléphone précieusement? Il a hoché la tête, un sourire amer aux lèvres. Comme s'il contenait les codes de lancement nucléaire. Parce que c'est le cas, ai-je dit. Il contient la vérité. Vous devez trouver un moyen de voir ce qu'il contient. Pas pour moi. Pour vous. Vous méritez de savoir dans quoi vous vous engagez avant de signer un certificat de mariage. Une semaine plus tard, il m'a appelé. Sa voix était creuse, dépouillée de toute émotion. Tu avais raison, dit-il. Elle s'est endormie sur le canapé en regardant un film. J'ai regardé. Tout y est. Une application de rencontre. Tinder. Elle était cachée dans un dossier nommé utilitaire. Des messages. Élise. Des centaines. Un type nommé David. Ils se rencontrent au Mercure du centre-ville depuis des mois. J'ai fermé les yeux. Il n'y avait pas de joie dans ce moment. Pas de sentiment de « je te l'avais bien dit ». Juste une profonde tristesse lancinante pour cet homme. L'étranger qui avait été entraîné dans le vortex de dysfonctionnement de ma famille. Je suis tellement désolé, Marc, ai-je dit. Ne le sois pas, a-t-il répondu. Et pour la première fois, j'ai entendu une nouvelle pointe dans sa voix. Une pointe de colère froide et dure. Je ne le suis pas, envoie-moi ton adresse email. Je te transfère tout. Tu mérites d'avoir ça. Les emails sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils étaient pires que ce que j'aurais pu imaginer. Des captures d'écran de messages vils et détaillés. Des photos que je ne voulais pas voir. Et puis est arrivée la capture d'écran qui m'a glacé le sang. Celle qui est devenue la pièce maîtresse de mon plan. C'était une conversation où David avait apparemment demandé à Valérie si elle se sentait coupable de tromper Marc. La réponse de Valérie. Horodatée il y a seulement 3 semaines. Culpable? Chérie, j'ai appris il y a longtemps que si tu crées une distraction assez grande, personne ne regarde ce que tu fais vraiment. Ma famille pense toujours que mon beau-frère est un monstre qui m'a brisé le cœur. C'est le cadeau qui continue de donner. Le cadeau qui continue de donner. C'était ça. C'était la phrase qui scellait son destin. Les appels frénétiques de ma famille avaient commencé le lendemain de la confrontation de Marc avec elle. Elle court manifestement directement vers eux avec une version tordue des événements, se dépeignant comme la victime d'un fiancé paranoïaque et contrôlant. Il m'appelait. Essayant de me ramener dans le bercail contre cette nouvelle ennemie commun. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient droit dans un piège que j'avais préparé sans le savoir pendant 3 ans. Je n'allais pas les affronter chez moi. Ma maison était un sanctuaire, un lieu de paix, et leur toxicité n'y était pas la bienvenue. Je n'allais pas chez eux. C'était le lieu du crime original et cela leur donnerait l'avantage du terrain. J'avais besoin d'un terrain neutre. Un endroit froid et stérile où leur autorité parentale ne signifiait rien. J'ai envoyé un seul email à mon père, ma mère et Valérie. L'objet était net et professionnel, réunion urgente concernant l'héritage matriarcal. Je savais que le mot « héritage » était la seule chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Ma grand-mère était décédée 1 an plus tôt. Laissant un héritage petit mais non négligeable dans une fiducie pour moi et Valérie, à distribuer lors de nos 30e anniversaire. Ma part était restée là, intacte. C'était le dernier fil financier qui me reliait à eux. L'email était court et direct. J'ai demandé une réunion de famille pour discuter des exigences légales pour la distribution finale des fonds. Je les ai informés que j'avais réservé une salle de conférence dans un centre de médiation neutre à Montpellier pour le dimanche suivant à 14 h. J'ai mis en copie l'avocate de la famille. Maître Dubois, dans l'email pour que cela ait l'air non négociable et officiel. Ils ont accepté dans l'heure. J'ai passé la semaine à me préparer comme un général avant une bataille. Romain était mon roc. Il n'était ni amer ni vindicatif. Il voulait juste que ce soit fini. Quoi que tu décides de faire là-dedans, m'a-t-il dit, les mains sur mes épaules, je suis avec toi. Dis juste le mot. La nuit avant la réunion, j'ai finalement sorti la boîte poussiéreuse et scellée du haut de mon placard. Les emails imprimés, les notes d'il y a 3 ans. Cela ressemblait à une relique d'une autre vie. Je les regardais longtemps. Puis je les portais à la poubelle. Je n'en avais plus besoin. Les nouvelles preuves étaient tout ce qui importait. Le dimanche, je suis entré dans cette salle de conférence stérile et impersonnelle, me sentant étrangement calme. L'air sentait le produit de nettoyage et le café rassis. Romain était à mes côtés.
Sa présence une source silencieuse de force. Mes parents et Valérie étaient déjà là, assis d'un côté de la table en acajou poli. Ils avaient l'air tendus, mais aussi pleins de leur propre justice. Comme un tribunal, attendant de rendre un jugement. Ils pensaient être là pour parler d'argent et pour me réintégrer dans leur orbite dysfonctionnelle. Mon père, toujours le patriarche, a commencé. Élise, nous sommes contents que tu aies enfin décidé d'être raisonnable. Nous devons présenter un front uni en ce moment. Ce personnage de Marc est vraiment un salaud. Et il a répandu les mensonges les plus vicieux sur notre Valérie. Valérie, experte en performance, s'essuyait les yeux avec un mouchoir qu'elle serrait. Il était si contrôlant, a-t-elle gémi. Sa voix se cassant magnifiquement. Il tordait tout ce que je disais. Il était paranoïaque. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés tisser leur toile de mensonges. Leur grand récit d'unité familiale contre l'étranger maléfique. Je me suis assise là, les mains croisées calmement sur la table, et j'ai écouté. J'ai laissé le silence s'étirer après qu'ils aient fini, laissant leurs mots planer dans l'air rassis. Cela les a mis mal à l'aise. Je ne suis pas là pour parler de Marc, ai-je dit finalement. Ma voix traversant le silence, claire et stable. Et je ne suis pas là pour parler de l'héritage. Mon père a froncé les sourcils, son front se plissant de confusion. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la vérité, ai-je dit. J'ai tourné mon regard entièrement vers Valérie. Elle s'est remuée sur sa chaise, incapable de soutenir mon regard. Valérie. J'ai quelques questions pour toi. Un test de mémoire, si tu veux. Il y a 3 ans, tu as dit que Romain t'avait courtisé. Peux-tu me dire quel jour de la semaine c'était? Je ne me souviens pas du jour exact, a-t-elle balbutié, confuse. C'était il y a longtemps. C'était traumatisant. Traumatisant, ai-je répété, laissant le mot planer dans l'air. Et tu as dit qu'il était malheureux dans notre mariage. Qu'est-ce qu'il t'a dit spécifiquement qui t'a fait croire ça? Il a juste dit des choses, que tu étais distante. Que tu étais concentrée sur les enfants. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas des mots exacts, a-t-elle claqué, son sang-froid se fissurant. Je l'ai laissé à son déni paniqué. Puis j'ai regardé mes parents. Est-ce que l'un de vous, à un moment quelconque de ces 3 dernières années, a envisagé qu'il puisse y avoir une autre version de cette histoire? Papa. Quelle preuve aurait été suffisante pour toi? Une vidéo, une confession signée, ou n'y a-t-il jamais eu de preuve qui aurait pu l'emporter sur ton opinion préconçue de ta fille? Ma mère est devenue rouge pivoine. Ta sœur était désemparée. Elle était notre priorité. Tout bon parent protégerait son enfant. La protéger de quoi, maman? Ai-je insisté? Ma voix toujours calme, mais maintenant acérée comme de l'acier. D'une conversation difficile ou des conséquences de ses propres actions? J'ai regardé à nouveau Valérie. Son visage était pâle. Tu as construit tout ce récit pour toi-même ou tu es toujours la victime? Alors, parlons des victimes. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste posé au milieu de la table. Le doux bruit qu'il a fait fut le son le plus fort de la pièce. Je sais pour David, ai-je dit calmement. Ce fut comme un interrupteur. Le sang a quitté le visage de Valérie. Elle avait l'air d'avoir été frappée. Je ne sais pas qui c'est, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, mais ses yeux se sont dirigés vers la porte. Un animal acculé cherchant une issue. Tu ne sais pas, ai-je demandé, levant un sourcil. C'est étrange. Parce qu'il semble te connaître. Tu l'as rencontré sur Tinder. Tu le vois depuis au moins 6 mois. Tu l'as rencontré au Mercure du centre-ville mardi dernier à 20h alors que tu disais à Marc que tu dînais avec notre cousine Sophie. J'ai récité les faits sans émotion, comme un procureur lisant un dossier. Mes parents ont regardé, leur tête se balançant d'avant en arrière entre moi et Valérie. De quoi parle-t-elle? V. Demanda mon père, sa voix un grondement bas. Valérie a finalement craqué. Les larmes qu'elle simulait plutôt coulaient maintenant en sanglots rauques et paniqués. Elle invente tout. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle essaie de ruiner ma vie. Non, ai-je dit, ma voix glaciale. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste les reçus. J'ai marqué une pause. Laissant le poids de ce simple mot moderne s'installer.
Mais tu sais quoi? Tu as raison. C'est ma parole contre la tienne. Et nous savons tous qui maman et papa croient dans cette situation. Alors? Allons chercher un troisième avis. J'ai ouvert l'ordinateur portable et je l'ai tourné de manière à ce que l'écran leur soit face. Je ne leur ai pas montré les textes. Pas encore. J'ai cliqué sur un seul bouton. L'écran a vacillé et un appel vidéo s'est connecté. Le visage de Marc est apparu en taille réelle à l'écran. Il était dans son propre appartement, le fond spartiate. Il avait l'air calme, posé et profondément triste. Il ne me regardait pas. Il regardait directement Valérie. Elle a émis un petit son étranglé et guttural, comme un animal pris au piège. « Bonjour. » Valérie, dit Marc, sa voix claire et stable, remplissant la pièce silencieuse et horrifiée. « Pourquoi ne leur dis-tu pas la vérité pour une fois? Parle-leur de David. Parle-leur de la carte de crédit secrète. Dis-leur ce que tu m'as dit quand j'ai trouvé les messages sur ton téléphone. Parle-leur du cadeau qui continue de donner. » La mâchoire de mon père était pendante. Ma mère avait l'air sur le point de vomir physiquement. Sa main couvrait sa bouche. Valérie regardait juste l'écran, son masque de victime complètement irrévocablement brisé. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « C'est fini, V, dit Marc doucement. Puis il a regardé juste une seconde vers moi. Un petit hochement de tête triste de solidarité. Puis j'ai terminé l'appel. Le silence qui a suivi fut absolu. Ce fut le son d'une dynamique familiale de 30 ans qui s'effondrait sur elle-même. Valérie a finalement rompu le silence, non pas avec des excuses, mais avec un hurlement de rage pure et non dilué. Elle a plongé à travers la table, essayant de claquer mon ordinateur portable. Mais Romain était déjà debout, se plaçant entre nous, un protecteur silencieux. Mon père, paraissant 20 ans de plus qu'il y a 10 minutes, s'est finalement tourné vers moi, sa voix un murmure rauque. « Élise, nous ne savions pas », je me suis levé. Mes jambes semblaient stables. J'avais assez entendu. La confiance n'est pas une fenêtre qui peut être recollée après avoir été brisée. Ai-je dit, ma voix dénuée de toute l'émotion qui bouillonnait en moi depuis des années. Elle est partie. Et ce qui se passe maintenant, ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de conséquence. J'ai regardé ma mère, dont le visage était strié de larmes mélangées à du mascara. Tu m'as demandé de sacrifier mon mariage pour le bien de la paix. Tu es prête à laisser le nom de mon mari traîner dans la boue et mes enfants grandir en pensant que leur père était un monstre. Tout cela pour éviter une conversation difficile avec ton enfant préféré. Je me suis tourné vers mon père. Tu as traité l'homme que j'aime et le père de tes petits-enfants de salaud sans demander une seule preuve. Puis, finalement, j'ai regardé ma sœur. Qui n'est plus qu'un tas affalé sanglotant sur sa chaise. Et toi, tu es prête à brûler toute ma vie pour te réchauffer un peu. J'ai ramassé mon ordinateur portable et je l'ai glissé dans mon sac. Toute relation future, si tant est qu'elle soit possible, sera entièrement à mes conditions. Et ces conditions seront décidées par une seule chose et une seule chose. Ce qui est le mieux pour la sécurité émotionnelle et le bien-être de mes enfants. Cela impliquera une thérapie professionnelle. Cela impliquera du temps, beaucoup de temps. Et cela commence aujourd'hui, avec vous trois assis dans cette pièce à régler votre propre bazar sans moi. Romain a ouvert la porte de la salle de conférence pour moi. Je suis sorti dans le couloir sans regarder en arrière. L'air à l'extérieur de la pièce semblait propre, frais. J'ai pris une profonde inspiration. La première vraie profonde inspiration que j'avais prise depuis 3 ans, et le poids de 500 kilos que je portais sur mes épaules s'est simplement dissous. 1 an s'est écoulé depuis ce jour dans la salle de conférence. Ce fut une année de reconstruction calme et délibérée, pas de ma vieille famille, mais de moi-même. J'ai vu Marc il y a quelques mois à un match de football pour enfants. Il était là avec quelqu'un de nouveau. Elle avait un sourire gentil. Ils avaient l'air heureux. Il m'a vu de l'autre côté du terrain et nous nous sommes juste fait un signe de tête. Ce fut une reconnaissance silencieuse d'une bataille livrée et gagnée. Un traumatisme partagé survécu. Aucune amitié n'était nécessaire. Le respect mutuel suffisait. Il y a environ 6 mois, j'ai reçu une longue lettre manuscrite de ma mère. Elle n'était pas pleine des excuses ou des reproches habituels. Pour la première fois, elle semblait honnête. Elle a écrit sur sa propre enfance, sur la pression qu'elle avait toujours ressentie pour gérer la volatilité de Valérie,
pour apaiser les choses. Pour maintenir la paix à tout prix. Elle a admis qu'au fil des ans, prendre le chemin de moindre résistance était devenu une habitude qu'elle ne pouvait pas briser. Ce n'était pas une justification de ses actions, mais c'était une explication, un aperçu de l'être humain imparfait derrière le comportement monstrueux. J'ai lu la lettre et, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas pour la douleur que j'avais endurée, mais pour la tristesse profonde et compliquée de tout cela. Je n'ai pas encore répondu. Je ne suis pas encore prête. Mon père a envoyé quelques textes maladroits et hésitants. J'espère que tu vas bien. Je n'y ai pas répondu non plus. Valérie, je l'apprends d'une cousine. Est en thérapie intensive. J'espère vraiment que cela l'aidera. J'espère qu'elle trouvera une sorte de paix qui n'implique pas de détruire celle de quelqu'un d'autre. Ma force, j'ai découvert, n'est plus nécessaire pour la bataille. Au lieu de cela, je la trouve utilisée de petites manières silencieuses. Au travail, je suis devenu une mentor informelle pour certaines des jeunes femmes de mon équipe. Je les aide à se préparer pour les négociations de salaire. Je leur donne des conseils sur la façon de gérer des patrons difficiles. Je les encourage à trouver et à utiliser leur voix. Je vois une lueur de mon ancien moi silencieux en elles. Et je fais ce que je peux pour les aider à protéger leur flamme. C'est agréable. J'ai l'impression de transformer mes cicatrices en quelque chose d'utile. L'autre jour, j'étais dans mon jardin. Le petit jeune arbre que nous avions planté après ce premier Noël solitaire est maintenant un vrai arbre. Il est grand et robuste. Ses feuilles sont larges et vertes. Et il fournit un joli coin d'ombre où les enfants aiment étaler une couverture et lire. Je retirais quelques mauvaises herbes à sa base, la terre fraîche et sombre sous mes ongles. Et j'ai pensé aux dernières années. J'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Le but n'a jamais été la vengeance. Pas vraiment. C'était la liberté. La liberté de vivre une vie tellement pleine de ma propre paix et de mon propre bonheur que leur chaos ne pourrait pas l'atteindre. J'ai regardé cet arbre fort et prospère. Un arbre qui avait tellement grandi dans le sol que j'avais autrefois arrosé de mes larmes, et une pensée m'est venue, claire comme le jour, ils ont essayé de m'enterrer. Ils ne savaient juste pas que j'étais une graine. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à partager, mais je pense que c'était important. Ma question pour vous tous est la suivante, avez-vous jamais eu à faire le choix difficile de couper les ponts avec quelqu'un dans votre vie pour votre propre bien-être? Faites-moi part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a parlé, pensez à aimer et à vous abonner pour plus. Merci.